Alors bonjour à tous, bienvenue à cet entretien dans le cadre des rendez-vous des propriétaires. Il me fait plaisir aujourd'hui de s'entretenir avec des grands spécialistes du domaine hypothécaire, puisqu'effectivement aujourd'hui il sera question d'hypothèque. L'hypothèque, on ne peut plus important pour les propriétaires. Et durant cette période inédite de la COVID, plusieurs questions se sont posées, notamment par du stress financier et de voir de ce que les institutions pouvaient faire dans un premier temps. Ensuite, il y a eu des réactions sur le taux d'intérêt comme tel, à savoir est-ce que c'est une opportunité, est-ce qu'il y a eu toutes sortes de choses, des gens qui se sentaient peinés de voir un taux qui baissait, d'autres très gagnants dans ça. On va en parler aujourd'hui. On va regarder aussi avec nos invités la question ou toutes les questions qui découlent des règles, des changements qui ont été apportés par la SCHL dans les dernières semaines particulièrement. On défrayé pas mal de manchettes. Fait qu'on va parler de ça avec des gens qui sont vraiment deux personnes clés dans le domaine hypothécaire. Alors, ça me fait plaisir de vous les présenter. Alors d'abord, Serge Michon de la Banque nationale, qui est directeur financement multirésidentiel. Serge Michon, bonjour. Bonjour. Alors, Serge, des années dans le monde hypothécaire, c'est quasiment gênant de dire le nombre d'années, mais bon, il est né dedans, comme on dit. Donc, Serge a une grande expérience avec toutes sortes de facettes au niveau du prêt hypothécaire et puis qui a eu la chance dans sa vie de couvrir autant le volet plex que multi-résidentiel. C'est une personne qui connaît très, très, très bien le marché et on va dire les préoccupations des propriétaires. Alors, Serge, on est vraiment heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui. Je te remercie d'être là, oui. Et nous avons également avec nous Benoît Allaire. Benoît Allaire qui est vice-président adjoint financement commercial pour la financière First National. Bien, bonjour, ça va bien? Merci de l'invitation, Benoît. Ça fait plaisir. Donc, Benoît Allaire, on le connaît, nous, à la Corpic depuis très longtemps. Disons, au moins, dans mon cas, au moins 12 ans. Et Benoît était avec la SCHL pendant plusieurs années dans toutes sortes de facettes de la SCHL. Et, depuis quelques années, donc, vice-président adjoint avec First National, dont je souligne la présence très souvent de First National qui appuie la Corpic par de la publicité dans nos différents médias et ayant été partenaire de certains événements. Donc, c'est d'autant plus spécial aujourd'hui d'avoir Benoît Allaire avec nous. Et donc, j'ai envie de commencer à vous dire, parce qu'il y a toutes sortes de questions, comme je disais, voir un peu comment ça s'est passé pour vous qui êtes, disons, dedans. Comment vous avez vécu votre COVID avant de parler d'hypothèque plus techniquement? Serge, comment ça s'est passé? Mais c'est sûr qu'on fait beaucoup plus de travail à la maison, on est en télétravail, principalement télétravail. Les gens sont enclins à parler, il n'y a pas de problème pour les gens, parce qu'on a accès à toutes la base de données de la banque, évidemment. Même les gens sont plus patients, beaucoup plus patients, beaucoup plus calmes quand on les appelle pour des prêts ou quoi que ce soit. L'atmosphère est totalement différente. Tant mieux. Benoît, comment ça se passe? Ben, je vais dans le même sens que Serge. C'est vrai que les gens sont comme plus détendus, donc c'est agréable de ce côté-là. Au début, là, quand c'est arrivé, l'adaptation à la maison et aussi tout le risque qu'il y avait associé au premier paiement hypothécaire du 1er avril, c'était vraiment une période un peu plus d'incertitude. Les gens, on se sentait que tout le monde était nerveux et tout ça, mais quand on a vu que les choses rentraient dans l'ordre au niveau des paiements mensuels et tout, là, vraiment, on a senti effectivement que c'était plus calme. Ça va bien de ce côté-là. Donc, c'est une adaptation quand même. On est moins en contact avec les gens, c'est plus par distance. Cet élément-là est différent, mais on s'y adapte. Ça va bien. Oui, parce que c'est une relation de confiance qu'on entretient alentour de la question hypothécaire, tant pour le prêteur
qu'on oublie ça, mais souvent, on pense toujours de notre côté à dire comme emprunteur, est-ce que j'ai confiance? Mais l'inverse est très vrai. Et puis, à distance, ben, c'est peut-être une autre chose. Quoique, de temps en temps, avec une relation vidéo, ça peut peut-être permettre des belles relations aussi. Je vais juste mettre une petite chose au point sur votre rôle puis les marchés que vous couvrez. Donc, effectivement, Benoît Allaire avec First National est vraiment dans le prêt plus commercial. Hein? Benoît, peut-être nous dire un peu Oui, ben, en fait, ce qu'on travaille chez First National principalement, c'est du financement là, qui va être assuré CHL pour des immeubles multirésidentiels. On fait d'autres produits. Et ce qu'on vise principalement, c'est des prêts à partir d'1 million de dollars et plus. C'est vraiment le marché qu'on cherche. 1 million. Oui, exactement, et plus. On en fait un petit peu en bas, mais c'est vraiment l'objectif qu'on recherche. Donc, tout dépendant des secteurs où on est situé, ben, c'est des immeubles, là, disons, de 15 logements et plus souvent, là, ou quelque chose comme ça qui se rapproche à ça. Donc, vous faites affaire avec des gens, on va dire, plus initiés là, que la moyenne. Fait qu'on on va essayer d'en tenir compte dans les réponses. Et Serge, de votre côté, je pense que personnellement, plus dans le multilogement, mais on va avoir des réponses du fait que vous avez œuvré aussi dans un domaine qui était celui du Plex. On va s'attendre à des réponses plus avec la facette parfois petits propriétaires, et je dis petits, mais dans le fond, ce que je veux dire, c'est détenteurs d'immeubles qui sont de 4 logements et moins. Donc, on va commencer par cette fameuse ces communications, on va dire, dont a fait la SCHL. Puis, quelque part, il fallait s'attendre un petit peu à des communications. Donc, on va commencer par la dernière à ce jour, puis on comprend qu'il y en aura peut-être d'autres, mais celle-là, ici, donc, qui a été publiée le 4 juin dernier, et qui nous parle de mesures à entrer en vigueur, donc un 1er juillet qui s'en vient. Donc, je peux en faire la lecture, puis vous dire un peu. Donc, on dit à compter du 1er juillet, les changements suivants s'appliqueront à toutes les nouvelles demandes d'assurance prêt hypothécaire à l'unité d'assurance de portefeuille pour propriétaires occupants. Puis on entend ici propriétaire occupant, pas même dans le sens du jargon du multilogement, mais je pense que c'est tout le monde qui est propriétaire de condos également. Donc, les rapports d'amortissement brut de la dette et les rapports d'amortissement total de la dette seront limités à nos exigences standards de 35 ou 42. Un pointage de crédit minimal, donc de 680 pour au moins un des emprunteurs, puis les sources non traditionnelles de mise de fonds qui augmentent l'endettement ne seront plus acceptées aux fins de l'assurance prêt. C'est essentiellement les 3 éléments de ce communiqué qui a donné lieu quand même à des manchettes du genre comme celle-ci, je ne sais pas si on voit là, mais resserrement des règles, bientôt plus difficile d'emprunter pour devenir propriétaire. Alors, voyons un peu là, entre ce qui s'est dit et qu'est-ce que ça représente. Serge, comment vous voyez ça de votre côté? Bien, par rapport au communiqué du 4 juin, ça se rapporte beaucoup plus aux 4 logements et moins, les propriétaires occupants 4 logements et moins. Pour ce qui est des règles, je ne vois pas de changement majeur. J'ai travaillé très longtemps dans le 4 logements et moins principalement, et on avait les mêmes règles par rapport à ça. Le Bacon Rate, l'Equifax, le 680, 35-40. Il n'y a rien de changé par rapport à ça. Ça existait déjà d'avance. Je ne vois pas de changement majeur par rapport à ça. Quand on parle du 35, là, ici on parle de 35-42, mais juste l'expliquer, qu'est-ce que ça veut dire pour que les gens comprennent en termes de ratio, est-ce que la barre est haute, qu'est-ce que ça veut dire? En termes 35 dans le cas d'amortissement brut, puis la différence avec le net, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. Le 35 les deux calculs que la SCHL font, c'est le 35 et le 42. Le 35 c'est l'accumulation, c'est le paiement hypothécaire, des taxes municipales et scolaires et des frais de chauffage, frais de condo aussi s'il y a lieu, qui ne doit pas dépasser 35 du revenu brut. Et l'autre 42 c'est le paiement de la maison, taxes, chauffage, éclairage, frais de condo s'il y a lieu. Et toutes les autres dettes ne doivent pas dépasser 42 du revenu brut de la famille ou des gens qui empruntent. Ça, donc,
que, disons, quand on parle de net, c'est plus l'ensemble de la charge auquel doit faire face des obligations de propriétaires, acheter maintenant, payer plus tard, des gros chars ou quoi que ce soit, ou la Winnebago finalement. Ce genre vient bouger le calcul. Puis, évidemment, là, je ne sais pas à quel point les institutions financières étaient plus, disons, à travers le temps dans la pratique, peut-être parfois conciliante. Là, ce que je comprends, c'est que la SCHL dit, en fait, réaffirme des mesures qui existaient déjà, mais en disant, là, les amis, on n'en laisse pas passer. C'est ce que je comprends de la mesure, parce qu'autrement, il n'y a rien de nouveau, là. Il n'y a rien de nouveau. Il n'y a rien de nouveau. Les lois, les institutions financières appliquent les règlements de la SCHL et c'est pan-canadien, donc c'est partout pareil la même chose. Selon moi, il n'y a absolument rien de nouveau. Puis les sources non traditionnelles. Les sources non traditionnelles de mise de fonds qui augmentent l'endettement ne seront plus acceptées aux fins de l'assurance prêt. Moi, c'est bizarre, ça, ça peut laisser penser qu'il y a des gens qui n'avaient pas de cash puis qui trouvaient un petit peu de l'empruntage à gauche, à droite. Là, est-ce qu'il y a quelque chose qui change finalement par rapport à ça? La SHL permettait que les gens puissent emprunter une partie de la mise de fonds. Pas complètement la mise de fonds, toujours pour 4 logements et moins. Là. Pas pour la mise de fonds complète, mais une partie de la mise de fonds, ils l'acceptaient. Maintenant, ça ne sera plus permis. Donc là-dessus, quand même, il y a c'est là peut-être où on voit les manchettes sur la difficulté peut-être pour des premiers acheteurs. Je pourrais penser à ça. Oui, mais si on regarde l'achat jusqu'à 2 logements, jusqu'à un duplex ou condo pour une familiale ou duplex, la mise de fonds, c'est 5 du prix d'achat. À titre d'exemple, si le prix de la propriété est 300 000, c'est 15 000 de mise de fonds. Il faut ajouter à peu près 7 000 pour les frais connexes, frais de notaire, tout ça. Mais c'est quand même, ça équivaut à 22 000. Mais si les gens veulent acquérir une propriété, c'est pas juste la mise de fonds, c'est pas juste les frais connexes. C'est vraiment, il faut toujours avoir un budget supplémentaire pour toutes les petites choses qu'il faut acheter quand on a une maison ou réparer lorsqu'on a une maison. Donc, le message ici qui est envoyé, dans le fond, c'est d'éviter d'acheter une maison dans le contexte actuel économique dans lequel il y a quand même des questions, d'éviter d'acheter ça avec rien dans les poches. Là. Je veux dire, c'est un peu peut-être un message fondamental. Le vrai message, c'est de payer la maison qui répond à son budget. C'est vraiment le vrai message. On aime ça, Serge. Mais dans le fond, c'est parce que c'est une mesure, il faut le répéter ici, qui s'adresse à l'ensemble des propriétés unifamiliales, etc. Et non pas propriétaires occupants dans le sens que c'est pas strictement pour les plex, c'est vraiment les 4 unités et moins occupants. Occupants, exact. OK, donc je pense qu'on a une réponse par rapport à ça. On peut rester quand même calme face à ces mesures-là. Oui. Voyons maintenant celle qui date du 28 mai, qui très franchement a brassé la planète multilogement et a amené plus de questionnements. Puis ici, ben, c'est vraiment l'aspect des retraits d'équité, en fait, une mise à jour. Hein, je vais répéter un peu comment ils l'ont présenté, un genre de questions-réponses qu'ils ont envoyé. Pas à quel point là, il y avait d'autres communications, mais c'est celle-là qui a accroché, je dirais. Donc, une mise à jour des lignes directrices de la SCHL sur la souscription de l'assurance prêt, dans lequel, effectivement, il y a des changements qui sont apportés. Benoît, peut-être nous en donner quelques lignes là, sur ça. Ben, en gros, la SCHL, ce qu'elle tente de faire, c'est de continuer à respecter son mandat, c'est-à-dire d'aider les Canadiens à se loger, mais aussi de gérer les risques hypothécaires qui viennent avec ça. Donc, voyant qu'il y avait beaucoup de volume de refinancement au cours des derniers mois, avec le risque associé un peu à la COVID et tout ça, on jugeait que c'était peut-être approprié de réduire les possibilités, lorsqu'on fait un refinancement, d'utiliser les fonds. Donc, si les fonds, ça pourrait être réinjecté dans le portefeuille immobilier multirésidentiel, c'est bien important, c'est toujours multirésidentiel. Donc, quelqu'un qui dit, par exemple, moi, je veux m'acheter une maison avec mon retrait d'équité, je veux construire des condos. Présentement, de l'information qu'on a, c'est pas quelque chose qui est permis. Donc, la SCHL est là pour permettre le réinvestissement dans le multirésidentiel
que ce soit des achats, des travaux. Donc, l'utilisation des fonds est limitée. Donc, leur objectif, c'est un peu de tempérer l'intérêt des investisseurs de retirer le plus d'argent possible sans ayant de but précis ou pour utiliser à des fins personnelles. Donc, dans l'approche actuelle, c'est comme ça un petit peu que la SCHL aborde la situation. Ça demeure qu'il y a beaucoup de questions qui demeurent là, en fonction de comment tout ça va prendre place. Donc, on est encore là, en attente. On a eu certaines brides d'informations, il y a d'autres confirmations qui doivent nous venir prochainement. Mais, donc, c'est un petit peu là qu'on est. C'est vraiment la gestion de risque globale qu'on voit. Serge, comment vous voyez ça de votre côté sur la question des retraits ou de ce qu'on appelle le refinancement? Qu'est-ce qu'il y a comme nouveauté là-dedans? Bien, ce que moi je vois de la SHL, c'est que oui, il faut gérer les fonds par rapport à l'utilisation des fonds, il faut gérer l'argent, mais c'est pas mauvais. Donc, ils permettent de retirer de l'argent pour acquérir d'autres propriétés, évidemment, pour que ça reste dans l'immobilier principalement. Et pas pour retirer sa valeur nette, évidemment, ou la plus-value de la propriété par rapport à ça. Mais l'argent doit rester dans l'immobilier. Principalement. C'est sûr qu'on n'a pas toute l'information encore. Hein. C'est vraiment des brides, comme Benoît disait, des brides d'informations qu'on a eues. Même la SHL, mes gestionnaires ont parlé un petit peu avec la SHL, puis c'est pas informé de comment ça pourrait être géré, tout ça. Mais c'est pas la première fois qu'ils font des choses comme ça. Là. Et disons que dans leur communiqué du 4 juin dernier, la SHA a quand même mis une phrase importante qui est « Les consultations sur le repositionnement de nos produits d'assurance prêts hypothécaires pour immeubles collectifs ont débuté ». Donc, c'est un message qui, je pense, dit il y a d'autres communications à venir, peut-être pour venir clarifier. Moi, je pense qu'on va voir sur le terrain des choses, mais définitivement que pour le propriétaire qui a des habitudes par rapport à l'emprunt et à de la flexibilité, puis là, je comprends ici des pratiques qui faisaient en sorte que les propriétaires pouvaient faire des travaux, procéder à des modifications, améliorations, rehausser leur immeuble en termes d'appartements, mettre au goût du jour, quoi que ce soit, et par la suite se rendre dans une institution financière pour dire OK, mais maintenant, mon immeuble a augmenté de valeur, je désire reprendre ces fonds-là que j'ai financés de toutes sortes de façons. C'était plus ou moins planifié. Il y avait des locataires, mettons, qui sont partis, name it, en termes d'événements, puis qu'il a décidé qu'il faisait des travaux. Là, ce que je comprends, c'est que c'est plus possible de faire ça. Parce que c'est beaucoup plus, on demande d'être beaucoup plus planifié. Ben, je dirais que c'est le mot d'ordre, effectivement, Benoît, parce que quelqu'un qui veut réinvestir dans son immeuble, ça va toujours être possible. La seule difficulté, c'est qu'actuellement, c'est que si au cours de la dernière année, par exemple, quelqu'un a fait des travaux, puis là, il arrive à l'échéance du terme, puis il dit, ben, je vais refinancer, je vais récupérer ce que je viens d'injecter dans mon immeuble et j'ai d'autres travaux à faire. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas possible de récupérer l'équité qui a été injectée dans la propriété. Par contre, pour le futur, c'est toujours possible. Donc, présentement, je vous dirais que ce qu'on constate, c'est un peu de réussir à arrimer entre le besoin hypothécaire de dire j'ai des termes qui sont là, je dois renégocier, renouveler à certaines échéances, et le fait de dire ben la toiture à cause cette année, puis le prêt, il n'est pas échéance. Il faut que je fasse des travaux. Donc, c'est cette difficulté-là actuellement, je pense, qui est la plus grande difficulté sur le marché. Pour ce qui est du reste, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui veulent réinvestir dans leur portefeuille, faire grandir leur portefeuille. Et ça, la SCHL va toujours être là pour eux. Fait ça, je pense que ça demeure, si on peut dire, business as usual là-dessus. Là, si je me trompe pas, Serge, en fait, c'est qu'il y a les demandes d'informations par rapport à ces projets-là vont être beaucoup plus étoffées. C'est qu'on demande à être beaucoup plus convaincant du besoin, finalement. C'est un peu ça? Exact. C'est ça, exactement.
Par contre, il est possible de renégocier avant terme. Disons que le toit brise, puis ça coûte 20 000, tout ça. Il est possible de renégocier avant la fin du terme pour refaire l'hypothèque, retourner à la SCHL. C'est possible de le faire. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais toujours dans le futur. Dans le futur, c'est le toit, disons, on arrive là, puis le toit est dû à faire parce qu'il vient de briser, il y a un problème avec le toit, il coule. On va pouvoir renégocier le prêt, rouvrir le dossier, puis retourner à la SCHL pour augmenter le prêt selon les revenus et les dépenses de l'immeuble, le ratio de couverture de dette. Il faut que les ratios demeurent, disons, satisfaisants de ce côté-là. Ce n'est pas n'importe quoi qu'ils vont financer, si je comprends bien. Exactement. Il faut qu'il y ait un effet sur le ratio. Donc, c'est ça. On n'a pas tous les détails, mais oui, il faut que ça ait un effet sur l'amélioration locative. Benoît, on sent que quelque chose. Ouais. C'est sûr que ça reste que quelqu'un qui veut faire des travaux sur son immeuble pour générer de la valeur plus tard. C'est sûr que tant que les travaux ne sont pas faits, la valeur n'est pas générée et ça ne fonctionne pas. Mais donc, tout dépend aussi des chiffres qu'on a là actuellement en place. Il faut respecter les critères. À date, il n'y a pas eu d'indication comme quoi les critères comme tels ou l'analyse de risque associée à chacun des dossiers est changée. Donc, on semble travailler avec les mêmes paramètres. Là, présentement, c'est une politique qui a changé de dire, ben maintenant, l'utilisation des fonds va être restreinte. Mais c'est sûr que le ratio de couverture de dette, le ratio pré-valeur, tous ces éléments-là qui viennent encadrer le financement qu'on peut faire, ça, il faut respecter ça, c'est certain. Là. C'est sûr que les propriétaires qui, au moment où on se parle, puis c'est ça qui est un peu difficile, c'est que cette règle-là est arrivée pas loin du 1er juillet, dans le sens qu'elle va rentrer le 1er juillet, mais on s'entend que, pour le savoir par la bien des propriétaires, ils amènent leur logement à une certaine destination qui est le 1er juillet, et donc ils ont procédé depuis un certain nombre de mois à des investissements. Donc, ceux qui étaient habitués dans un certain mode, là, je ne sais pas exactement, entre aujourd'hui et le 1er juillet, à mon avis, il va y avoir des ajustements possibles. Je pense que les gens, s'ils ont fait ça, c'est le temps de vérifier avec leur institution. Non, en fait, est-ce que c'est effectif en direct à partir du 28 ou c'est pas le 1er juillet? Oui. C'est en date de l'annonce. Non, mais c'est ça. Ouais. C'est ça qui fait que ça a été, disons, dur peut-être à capter parce que dans certains cas, les gens avaient déjà posé des gestes, avaient déjà investi un certain montant là-dedans. Donc, j'imagine, en tout cas, je ne sais pas comment ça va se passer pour, disons, ces gens-là, concrètement, mais c'est sûr que là, on vient de perdre un peu de flexibilité par rapport à des gens qui avaient, disons, des plans agressifs, si je peux dire, de développement de leur parc immobilier ou de leur investissement. Et n'oublions pas que c'est un investissement normalement à long terme, l'immobilier. Donc, mais c'est à suivre définitivement parce que la rénovation, c'est quelque chose qui a besoin d'être disons, aidé dans un parc vieillissant comme celui du Québec, en fait. Donc, on y reviendra probablement dans les semaines, mois à venir de voir ces mesures-là. Mais je pense qu'il y a eu beaucoup d'étincelles alentour pour que finalement, on se rende compte qu'on est capable de probablement gérer ça dans l'avenir. Parlons maintenant des taux d'intérêt. Comment ça se passe au niveau des tendances? Je ne cacherai pas qu'on a eu de notre côté notre revue extraordinaire avec Sébastien Lavoie, économiste, qui est venu nous parler effectivement des tendances au niveau des taux, qui s'est fait très rassurant avec des taux qui seraient maintenus relativement bas. Comment vous voyez ça, ces tendances en termes de taux hypothécaires, Benoît? Effectivement, je pense que la tendance, les taux vont demeurer relativement bas sur une période de long terme. Il risque d'avoir peut-être une remontée avec la reprise de l'économie au cours des prochains peut-être 2 à 3 ans, mais je ne pense pas qu'il y ait de changement majeur de ce côté-là. Je pense que globalement, le niveau de taux d'intérêt va demeurer assez bas. Sauf qu'il y a toujours des fluctuations dans le marché, donc des fois on est gagnant, des fois on est moins, c'est moins à notre faveur, là, mais globalement, je pense que le marché va demeurer très favorable pour tout le monde à court ou à moyen terme.
Serge? Mais... Oui, effectivement, le partage d'opinion de Benoît, selon moi, il ne devrait pas y avoir de hausse majeure. Oui, il va peut-être y avoir des petites fluctuations, mais les taux devraient rester sensiblement très, très bons. Donc, fixe, variable, c'est une espèce de question que se posent les investisseurs à chaque fois qu'ils contractent, je dirais plus pour les petits investisseurs qui contractent une hypothèque, on se repose la question, puis on a toujours des tableaux statistiques qui nous montrent que le variable dans le temps est toujours très gagnant. Est-ce que dans une situation où est-ce que les taux ont baissé comme radicalement quand même, avec la COVID, tout ça, qu'est-ce que vous voyez par rapport au choix pour quelqu'un qui doit contracter une hypothèque? Est-ce que c'est le variable, le fixe? Comment on commence? C'est quoi à peu près les taux actuels entre, je ne sais pas si vous avez ça sur le bout des doigts, là, parfois, mais en termes de taux, est-ce que c'est plus un que l'autre dans une situation complètement anormale qu'on vit là? Benoît? Ben, c'est sûr que nous, ce qu'on fait le plus, c'est du financement fixe. Là. Du variable, on en a moins. On a moins d'opportunités de ce côté-là. Mais avec la condition des taux qui sont là, je pense que le fixe demeure une des bonnes options. On ne veut pas le renouvelable, ben, le variable, tout dépendamment des différentes options, si c'est du court terme ou du long terme, là, au niveau des échéances. Nous, on en a moins de variables, mais je pense que dans les deux cas, ça répond bien, je pense, à ce que le client peut rechercher en fonction, je pense que lui, de la façon qu'il va vivre par rapport à ça. Quelqu'un qui accepte de vivre avec le variable, ça peut être une excellente décision, mais s'il y a un stress associé à ça, je pense qu'on est juste mieux de profiter des taux qui sont là puis de le mettre en place pour les 5 prochaines années. Là. Serge, peut-être, je ne sais pas si vous l'avez sur le bout des doigts, mais aujourd'hui, c'est quoi la différence entre le variable et le fixe? Puis il y a pas une grande différence. Même nos taux fixes sont même plus bas que le taux variable, parce qu'on a des rabais pour quand c'est un prêt CHL, comme un petit peu Benoît disait. Là. Donc, le taux fixe, c'est pris par la très grande majorité des gens qui prennent une hypothèque, qui renouvellent leur prêt, prennent généralement des taux fixes. Il y a des gens qui vont prendre des termes d'un an pour avoir le plus bas taux pour, à chaque année, changer par rapport au marché. Mais la très grande majorité des gens prennent le terme du taux de 5 ans ou même de 10 ans. Puis quand on qualifie SCHL, si en bas de 5 ans, on est obligé de prendre le taux régulier du terme de 5 ans, donc au lieu du taux réel. Donc, la valeur d'emprunt est beaucoup plus basse si on prend un terme de moins de 5 ans. OK. Donc, fixe, mais pas trop long. C'est ce que je comprends. Exactement. Ouais. Ouais, dans la boule de cristal, Sébastien Lavoie, ce qu'il disait, c'est qu'il voyait des taux bas très longtemps. Sa théorie, c'est que par rapport à une récession, ce qu'il disait effectivement, c'est qu'une après-pandémie, historiquement, a pris beaucoup plus de temps parce que l'économie va rester chancelante quand même un bout, puis en fait, on ne le sait même pas. C'est pour ça qu'il y avait tendance à dire les taux vont rester bas, mais quand même, quand on voit l'écart, il n'y en a pas. C'est même plus avantageux fixe, c'est quand même rare qu'on voit ça. Donc, on voit que les gens décident, un peu ce que Serge nous dit, c'est que les gens déjà ont commencé à opter pour plus de fixe. Ça restera toujours éternel de voir quand le taux baisse comme ça. Moi, personnellement, j'en ai du fixe, puis si je regarde ça, je me dis, ouais. Mais justement, pour les gens qui ont un taux fixe, puis qui voient ça, là, qui disent, oh my God, je vois le taux baisser, je ne peux pas en profiter. Veux pas, il y a comme une petite question qui se pose, puis qui se dit, je peux-tu faire quelque chose? Puis là-dessus, je pose la question parce qu'on a toujours cette impression qu'il n'y a rien à faire parce que le système bancaire est fait d'une certaine façon que... Serge, Oui. qu'est-ce qu'on a comme premièrement, est-ce que je suis après parler de quelque chose qui n'existe pas, que les gens ne se posent pas la question,
Mais est-ce que les gens se posent cette question-là? Puis quel serait effectivement, qu'est-ce que ça veut dire de sortir d'un prêt fixe puis de passer à du variable si tel est une possibilité? Et c'est sûr que briser son contrat avant terme, il y a une pénalité. De base, il y a une pénalité. Il faudrait vraiment que la personne fasse l'exercice, savoir est-ce que l'économie d'intérêt va couvrir le montant de la pénalité. C'est vraiment la première chose à faire. Regardez les taux qui sont baissés, même s'il y aurait une différence de 1,5 ou 2 est-ce que ça couvrait la pénalité de la convention de prêt là, qui prévaut au contrat? En général, là, est-ce que les pénalités sont à la même hauteur que l'écart hypothécaire? Comment ça marche? Généralement pas. La pénalité, c'est soit 3 mois d'intérêt ou le différentiel de taux. OK. C'est vraiment le différentiel de taux qui est actuellement qui est le plus haut par rapport à ça. C'est vraiment le différentiel de taux qui fait en sorte que la pénalité est quand même assez grande pour un prêt hypothécaire. Là. Donc, j'imagine que ça dépend du terme qui va rester sur le prêt. Exact. Donc, on prend un exemple, il a pris un contrat de 5 ans, puis au bout de 3 ans, il veut changer pour avoir un meilleur taux. C'est sûr qu'il reste 2 ans, il va avoir une pénalité à payer. Donc, c'est vraiment faire l'exercice, parce que le montant d'économie d'intérêt va faire en sorte qu'il va vraiment avoir une économie réelle au bout de 2 ans restants. Là. Y a-t-il une règle du pouce là-dedans qui dit quand j'ai fait 50%, mettons, de la période, ça devient plus intéressant ou c'est vraiment du cas par cas? Là, C'est vraiment du cas par cas et du montant de prêt et la convention de prêt. Là. OK. Donc, il faut vraiment l'étudier. Mais c'est possible. C'est possible. Pour le fun, est-ce qu'il y a des gens qui l'ont demandé? C'est très rare. C'est très, très rare. C'est rare, hein? Très rare. Vraiment très rare. Très rare. Alors, je ne sais pas si l'entrevue d'aujourd'hui va éveiller quelques appels, peut-être. Benoît, comment vous voyez ça? Bien, je suis tout à fait d'accord avec ce que Serge dit. Il faut respecter les termes du contrat. Souvent, la pénalité de ce côté-là, ça dépend si on faisait des anticipations qu'on a. Si on est convaincu qu'aujourd'hui, de payer les pénalités va me permettre d'avoir un taux d'intérêt pour une plus longue période qui va être inférieur à ce que je pourrais avoir lorsque je vais renouveler dans 2 ou 3 ans, puis vous pensez que vous allez gagner 2-3 % d'intérêt à ce moment-là peut-être que ça peut valoir la peine, mais c'est tout en termes de fonction d'anticipation. Je prolonge un taux d'intérêt plus bas sur une plus longue période. Est-ce que je vais gagner ou pas lorsque je vais arriver? On va le savoir dans 3 ans. À l'échéance du terme, c'est quoi les taux en vigueur, puis si vous gagnez ou pas. Si les taux sont au même niveau, vous allez perdre parce que la pénalité que vous avez perdue, vous ne la récupérez pas. Vous allez gagner si les taux sont nettement plus élevés, puis vous sauvez en ayant fixé un taux plus faible pour cette période-là. Donc, c'est très difficile de se projeter dans l'avenir, d'être certain de où les taux vont être d'être rationnel avec une situation où il y a encore pas mal d'hypothèses, finalement. C'est dur d'appliquer de la rationalité, mais est-ce qu'on peut appliquer de la rationalité ou une pensée rationnelle à partir du moment où on se met dans une chaise qui est beaucoup plus business et d'état financier ou de structure financière? Est-ce qu'il n'y a pas une possibilité que de ce côté-là, on dise, mais regarde, mes dépenses vont être différentes? Est-ce qu'il y a une opportunité, Benoît, là-dedans de dire, ben, dans le fond, là, je suis configuré financièrement d'une certaine façon, paye la pénalité, ça va être comme un coup sec, mais que dans l'avenir, par contre, ma position face à ma capacité peut-être d'emprunter, est-ce qu'il y a quelque chose là qui pourrait être... Bien, en fait, je te dirais, ce qui peut être intéressant, c'est que si vous avez une hypothèque, ça fait plusieurs années qui est là, puis par exemple, il reste 15 ans d'amortissement, vous avez besoin de refinancer, vous êtes en cours de terme, de payer cette pénalité-là, puis vous permettre de dire, je réamortis le solde hypothécaire du 15 ans sur 35 ans, par exemple, va venir réduire grandement votre remboursement hypothécaire et vous permettre peut-être d'aller chercher un effet de levier qui va être plus grand. Que si vous maintenez cette hypothèque-là remboursée sur 15 ans, où ce que le paiement hypothécaire va être plus élevé, donc là, ajouter un retrait d'équité à côté de ça sur une autre tranche, au bout de la ligne, peut-être vous allez avoir droit à moins de retrait d'équité. Donc, c'est vraiment une question mathématique en fonction d'opportunités que vous avez. Donc, c'est vraiment du cas par cas. Puis, dans cette optique-là, ça peut valoir la peine de dire, bien, je paye la pénalité parce qu'au bout de la ligne, ce que je fais aussi, c'est que mon solde, je vais le payer sur une beaucoup plus longue période. Et donc, là, à ce moment-là, les ratios financiers vont pouvoir être rencontrés et ça peut rentrer dans une autre dynamique.
Je pense que dans cette optique-là, ça peut être intéressant. Si des gens ont différentes ambitions par rapport à comment ils se projettent dans le futur sur leurs besoins ou de goût de détenir des immeubles, ben, il y a une réflexion à faire. En tout cas, moi, je pense, c'est un peu le but de notre conversation, c'est de dire, mais profitez de ce moment COVID, parce que parfois, on peut laisser aller. Ben, ouvrez une petite porte sur l'hypothèque parce qu'effectivement, il y a là quelque chose qui peut peut-être, je dis bien, être considéré comme une opportunité. En tout cas, parfois, c'est le fun de mieux dormir le soir en disant j'ai fait l'exercice, puis voilà. Et parmi les exercices, on vient de parler des gens, évidemment, qui sont à taux fixe puis qui regardent les gens en variable un peu avec une certaine jalousie. Mais parlons des gens qui sont en variable et qui, effectivement, eux, ont vu leur taux baisser de façon importante, donc de leur paiement baisser. Et là, bien, la question est de savoir, est-ce que ces gens-là devraient, comment dire, profiter de cette baisse-là puis avoir tout simplement moins de dépenses ou au contraire dire, je vais maintenir mon niveau de paiement et faire des économies plus substantielles. Est-ce que là, il y a un avenue ou un questionnement à avoir? Puis, en fait, là, c'est là que, puis là, je cacherai à personne que vous faites une petite pré-entrevue, puis je suis arrivé avec un genre d'exercice un peu scolaire, je m'en excuse, mais c'est juste pour mettre quelque chose de concret pour que les gens comprennent. Parce qu'il y a quand même beaucoup de gens là, qui sont au niveau variable, surtout pour les détenteurs de Plex. Ça a été très tentant si je regarde les 15-20 dernières années, les fameux graphiques que parfois votre conseiller financier vous montre. Mais on va prendre un cas pour illustrer donc un exemple. Donc, quel serait le gain pour une personne qui a un taux variable donc et qui a enregistré une baisse dans les mois de la COVID là, de 1,5 de baisse de taux par rapport à ce qu'il y avait avant. Donc, une baisse de 1,5 de taux et qui utiliserait donc cette baisse-là pour faire des versements en capital. Donc, les économies réalisées chaque mois, faire comme si ce 1,5%-là n'existait pas, il va faire ce remboursement en capital pendant 3 ans d'affilée, donc un beau 36 mois consécutifs sur une hypothèque dont le terme restant est de 15 ans et dont le solde aujourd'hui est de 500 000. Donc, ça, c'est un cas avec des chiffres qui, je pense, existent dans le marché. Évidemment, on comprend que c'est du cas par cas. Donc, je répète, une hypothèque qui reste 500 000, 15 ans, et que je prends mes économies que j'aurais fait et je décide de continuer mon paiement pour, en fait, penser économiser quelque chose. Donc, on est avec une réduction de 1,5 ce qui est quand même monétairement qui peut être intéressant. Donc, je sais que vous avez fait l'exercice. Serge, qu'en est-il de cet exercice? Comment ça se passe en termes de... C'est sûr que s'il applique le montant chaque année, l'économie qu'il fait avec la réduction de taux, il l'applique sur l'hypothèque. Ça fait pas. Au bout de 3 ans, il y a un terme de 5 ans, au bout de 3 ans, il change de taux d'intérêt. Pour l'économie, pendant 2 ans, c'est pas énorme vraiment l'économie. C'est sûr que ça va réduire l'amorcissement. S'il y a 15 ans, c'est sûr que ça va réduire l'amorcissement à long terme. Mais économie réelle pendant 2 ans, c'est pas énorme, vraiment pas énorme. C'est moins de 2 000 à peu près. Là. En intérêt. En intérêt. En intérêt. Par contre, il va quand même avoir, en termes de paiement hypothécaire, qu'est-ce que ça représente 1,5 d'un prêt de 500 000 Bien, si on regarde une comparaison, un taux à 3,5 avec un taux maintenant à 2 c'est à peu près 353 par mois d'économie d'intérêt. Donc, on met ça par année, c'est 4 200. Au bout de 3 ans, c'est 12 000 qu'il va mettre, là, qui va appliquer sur l'hypothèque. Mais ça ne fait pas une économie grandiose au bout de 3 ans. Là. Vraiment pas. À court terme. À court terme. Benoît? Oui.
Je ne sais pas si tu as fait les calculs, mais essentiellement, est-ce que ça check ce genre de... Ben, les calculs arrivent sensiblement à ce que Serge vous disait. L'économie est peut-être aux environs de 2000 $, peut-être ou moins que ça sur une période de 15 ans. C'est pas énorme. Puis bon, en fait, c'est un paiement en capital d'à peu près 12 000 là, sur le 36 mois. Et ce 12 000 $-là, pour l'économie que ça donne, je pense que ça vaut peut-être plus la peine de le garder pour pouvoir éventuellement faire des travaux, des choses comme ça, parce que une fois que vous l'avez remboursé sur le prêt, si vous voulez aller le réemprunter via le programme SCHL, il faut vous repayer une prime, puis des droits, puis des frais. Donc, ça ne vaut pas la peine de le mettre sur l'hypothèque si votre hypothèque est assurée, parce qu'ensuite, ça va être très difficile de le récupérer, compte tenu des nouvelles règles qu'on a parlé tantôt, ou de la réalité qu'il faut repayer une prime. Donc, dans ce contexte-là, l'économie n'est pas significative. Si quelqu'un vraiment il y a suffisamment de liquidité, puis pour lui, il sait qu'il n'y aura pas besoin de cet argent-là parce qu'il y a autre chose, ben, c'est sûr qu'il ne sera pas perdant de ça. Si on ajoute l'aspect fiscal là-dedans, alors qu'on sait très bien, quand on fait notre fameux rapport d'impôt, on arrive toujours à dire, bon, ben j'ai-tu des dépenses, moi? Fait que ça, c'est quand même une dépense importante. Donc, si on rentre l'effet fiscal là-dedans, c'est encore moins intéressant. Tout à fait. Mais évidemment, on est toujours dans la question ici d'agir très rationnellement. C'est comme si on prenait cet argent-là et on allait l'investir dans quelque chose, disons, de fructueux et peut-être le réinvestir effectivement 12 000, c'est pas la fin du monde, mais ça permet de bâtir un petit quelque chose. Et par ailleurs, je sais, là, je ne veux pas étendre là-dessus, mais je sais que il y a certains couples qui ont des conversations là-dedans avec chérie, j'aimerais ça qu'on ait fini de payer l'hypothèque. Ben ça l'amène peut-être un comportement de ce côté-là qui dirait, ben regarde, on va payer plus de choses, même si sur le plan fiscal. Donc, de temps en temps, il y a ce genre de situation très personnelle, mais je connais des gens qui disent, écoute, moi, ma liberté d'esprit, c'est quand j'aurai fini de payer mon hypothèque. On l'entend beaucoup plus dans l'unifamilial, le condo, évidemment dans le multilogement. Souvent, on se met dans une position, évidemment, d'investisseur ou de personnes qui, au gré des années, voient son niveau d'intérêt qui n'arrête pas de baisser, au point qu'il y en a des propriétaires qui ont des situations de cash flow quand arrive l'impôt qui est quasiment difficile à gérer. Donc, on peut comprendre que c'est peut-être pas recommandé de repayer comme ça son capital plus rapidement. Encore là, ça dépend, comme je dis, des situations. Il y a des gens qui ont plusieurs immeubles, avec un dans lequel ils sont occupants, d'autres dans lequel ils ne sont pas occupants. Peut-être que celui dans lequel ils sont occupants sont mieux d'aller un petit peu plus vite. On ne sait pas. Donc, il y a des choses, il y a des stratégies un peu personnelles là-dedans. Et là, je reviens à la question, en fait, de ce qu'on a vécu au temps de la COVID. Puis la Corpic avait même sondé ses membres là-dessus sur avez-vous des besoins de reporter les paiements hypothécaires, tout ça. Puis il y a eu beaucoup d'annonces faites par les banques canadiennes là-dessus sur une certaine flexibilité. Très franchement, je pense que l'intention était bonne, mais ça avait des échos quand il parlait de reporter des paiements en période difficile où est-ce qu'il y a eu du non-paiement de la part des locataires. Là. Mais je pense que ça s'adressait notamment aux commerciales, notamment à toutes sortes de situations. Dans l'immobilier, disons, locatif, ça a eu beaucoup d'échos parce qu'on a eu beaucoup de questions de la part des propriétaires. Alors, j'ai envie de vous demander, en commençant par Benoît, quels furent les échos de votre côté et est-ce que, qu'est-ce qui était offert véritablement là-dedans du côté de First National? Je ne sais pas si vous avez eu vous-même des gens qui vous ont demandé des reports. Puis qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est sûr qu'au début, là, on a eu beaucoup de questionnements, d'interrogations. Les gens voulaient savoir. Il y avait beaucoup d'anticipation que, par exemple, le 1er avril serait très difficile de collecter les loyers. Beaucoup d'appels qu'on a eu, de discussions avec les clients. C'est sûr que nous, on a toujours été là pour supporter les clients, mais ça reste que il fallait s'assurer que le besoin était réel aussi. Et lorsqu'on a vu que le 1er avril, la majorité des gens ont payé, il y a eu très peu de situations où on s'est retrouvé, où on a dû faire des reports en capital ou en intérêt.
Donc, c'est vraiment en fonction du cas par cas, qu'est-ce qu'on offrait et sur quelle période aussi le remboursement de cette somme-là était permise. Parce que nous, on est quand même, la majorité de ce qu'on fait, c'est du financement assuré par la SCHL. Donc, la SCHL avait quand même été assez claire aussi de dire les paiements différés sont possibles, mais lorsqu'ils sont justifiés. Donc, ça, de ce côté-là, on a vu que globalement, c'est assez marginal. Puis, je vous dirais, par expérience, ça que j'ai vu les difficultés qu'il y avait, c'était lorsqu'il y avait des espaces commerciaux, par exemple, dans des unités. Donc, quelqu'un qui a un restaurant, par exemple, le restaurant est fermé, difficulté de paiement, ça représente 25 du paiement hypothécaire, par exemple, ou du revenu mensuel. Ces gens-là étaient un petit peu plus en difficulté, mais dans le résidentiel, appartement, c'était beaucoup plus faible. C'est sûr que l'autre chose aussi qui était arrivée par la suite, c'est maintenant les questions qu'on se fait poser lorsqu'on soumet un dossier à la SCHL, par exemple, c'est est-ce que votre client a demandé dans d'autres institutions financières des reports de paiement? Donc, cette question-là, quand même, de reporter les paiements n'est pas sans conséquence. C'est sûr, si vous avez un hôtel puis vous avez demandé des reports de paiement dans votre hôtel, la SCHL va être beaucoup plus compréhensive que si vous avez un immeuble appartement standard, ce que vous allez demander un report de paiement, ou ce que là, va dire, est-ce que y a-t-il un bon gestionnaire pour, dans ce milieu d'activité-là, vont demander un report? Donc, il faut quand même toujours faire attention avec ces outils-là. Là. C'est pas sans conséquence des fois à long terme, malheureusement. Serge, de votre côté, comment ça a été? Est-ce qu'il y a eu plusieurs situations? Puis qu'est-ce qui était un peu l'offre de la banque par rapport à ça, la Banque nationale? C'est sûr qu'il y a eu le rapport de versement jusqu'à une période de 6 mois. Nous, par contre, on en a eu beaucoup. Il y a des gens qui ont fait beaucoup d'anticipation par rapport à ça. Et là, on reçoit des appels des gens qui renversent ce moratoire-là pour le rapport de versement parce qu'en fin de compte, c'était pas si pire que ça. Les locataires ont payé. Il y avait plus de peur que de mal, disons. Est-ce qu'on parle de propriétaires de Plex ici, propriétaires en général? Propriétaire de Plex, évidemment. Propriétaires de Plex. Donc, non seulement, en fait, ce report-là faisait en sorte que les intérêts continuaient de courir. Là. Je veux dire, on augmentait notre fardeau d'une certaine façon à long terme. Et en plus, une question effectivement de traces. Là. Je ne sais pas si de votre côté, c'est dans le petit Plex, si c'était une petite coche au dossier ou je ne sais pas comment ça se manifeste. Est-ce que vraiment ça peut avoir marqué, dans le cas, je parle de propriétaires, plus petits propriétaires, est-ce que ça peut avoir eu un impact sur le futur, sur leur dossier? Bien, c'est sûr que, comme Benoît disait, la SCHL pose la question, est-ce qu'il y a eu un moratoire, est-ce qu'il y a eu des rapports de versement pour l'immeuble ou dans d'autres immeubles que les gens détiennent. C'est sûr que nous, à la Banque nationale, il n'y a pas d'effet négatif, on ne fera pas de mauvaise référence au bureau de crédit par rapport à ça. On comprend la situation, on est là pour aider les gens. Mais la SCHL, par contre, demande la question. Et en fin de compte, la question est légitime. Dans le fond, est-ce que les gens avaient assez de liquidité? Vraiment, est-ce qu'il y avait assez de liquidité pour pallier ce risque-là? Ça m'amène à parler de la morale du COVID. À savoir, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de ce qui a été vécu au niveau, je parle hypothécaire, évidemment. On est passé d'insécurité, de questionnement à certains resserrements, tout ça. Qu'est-ce qu'on peut retirer comme morale de cette histoire, s'il y a une morale? Mais je ne suis pas après faire la morale, mais je veux juste dire enseignement par rapport à ce vécu-là, qui est quand même inédit, on va dire. Serge? Oui, c'est garder beaucoup de liquidité, vraiment avoir, ne pas prendre ses derniers sous pour acheter, évidemment, avoir vraiment un bon coussin. Bien choisir ses locataires, une autre chose. Et je vous dirais, profiter des taux bas pour sécuriser les dépenses. J'aime l'idée de bien choisir le locataire. On prône ça à la Corpic. Benoît Allaire? Ben, moi, je vais dans le même sens que Serge. Je pense que ceux qui ont eu des difficultés, c'est ceux peut-être qui étaient exposés un peu plus peut-être à l'endettement. Donc, c'est sûr que d'utiliser l'effet de levier pour grandir, c'est bien, mais il faut toujours se garder un petit coussin, je pense. C'est ça la morale de dire, regarde, si ça va pas bien, est-ce que je vais pouvoir bien réagir? Je pense que c'est toujours de se poser la question pour être prudent par rapport à ça.
Parce que si le timing n'est pas bon, ben, ça peut être difficile. Là. Bien, en fait, c'est comme un investissement, il ne faut jamais l'oublier, qui est dans un environnement qui comporte des risques et que quand ces risques-là arrivent, il faut être capable d'y faire face. C'est sûr que le système financier va être là. Il y a toujours quelqu'un qui va pouvoir nous prêter de l'argent. Mais c'est sûr que notre situation peut être, disons, affectée par ça. Donc, je comprends ce que vous dites. La mode étant parfois à dire que le miracle immobilier, en tout cas sur Internet, semble plus facile que la réalité. Donc, c'est peut-être une petite mise en garde de ce côté-là. En même temps, on a vu l'immobilier comme étant, parmi tous les secteurs économiques, mon Dieu, un secteur qui a fait la preuve aussi de sa grande stabilité par rapport à l'importance dans des portefeuilles, en tout cas, d'avoir de l'immobilier, parce qu'on voit que on loge des gens, c'est un besoin, comment dire, infaillible, et que ce secteur-là passe à travers quand même une COVID relativement bien par rapport à d'autres secteurs où des gens auraient mis beaucoup de sous, je pense à la restauration, à l'hôtellerie. Parce qu'il y a notamment des gens que je connais dans l'immobilier qui ont investi dans l'hôtellerie. C'est une affaire qui s'achète assez bien, des parts dans des ventures. Mais disons qu'en général, ça se passe bien. En même temps, je vais parler au nom des petits propriétaires qui ont eu des situations parfois personnelles qui ont été affectées. Puis aussi, ben, quand j'ai un triplex, puis que les deux finalement ne payent pas parce qu'ils sont dans des situations, disons, plus difficiles, que ça a été des gens dans des secteurs qui ont été affectés. Oui, il y a de l'aide du gouvernement, mais c'est vrai qu'on a eu, nous, on a toujours en fait des gens, la régie est enfermée, tout ça, ça a fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de pression sur des propriétaires qui, je pense, n'avaient vraiment pas le choix de devoir reporter là, leur paiement. Puis je ne fais pas de politique ici, c'est vraiment des cas, des gens qui, malgré leur bonne volonté, même malgré le fait qu'il y avait peut-être une situation financière X avant la COVID, mais ça s'est vite transformé à partir du moment où ton propre emploi est perdu avec tout ce que ça veut dire, hein, des enfants et tout ça. Donc, on le sait qu'il y en a pour qui ça a été très difficile. On a aussi des gens qui avaient des jugements, par exemple, pour non-paiement de loyer qui n'ont pas pu être exécutés, qui ne sont toujours pas exécutés. Et ça, là, on parle de 6 mois de non-paiement de loyer, ça devient très, 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 très lourd. Donc, des 12 000 dans certains cas, quand on regarde l'ensemble de ce qu'ils ont. Donc, des choses, disons, des situations personnelles, malgré tout, qui ont été difficiles avec cette COVID-là, mais reste que de façon générale, l'immobilier, il y a ça d'absolument encourageant de voir que ça s'est bien passé, puis que je suis content d'entendre que finalement, pas tant de gens ont fait appel à ce report de financement. D'ailleurs, le sondage de la Corpic qui portait, il y avait une question là-dessus, et si je ne me trompe pas, je pense que c'est 45% des propriétaires qui ne le faisaient pas parce qu'ils craignaient d'avoir une note à leur dossier. Et ça a été le 6 avril, que déjà des gens étaient très allumés sur la chose. Donc, la réputation des banques est faite. Là-dessus, on sait bien qu'il faut être, disons, vigilant, surtout avec les paiements. J'ai envie de vous demander si aujourd'hui, au moment où on se parle, dans la dernière semaine, dans ce qu'on connaît là, en étant début juin, est-ce que vous sentez encore un stress financier? Est-ce qu'il y a quelque chose dans le marché, une tension où on redevient plus à la normale? Et puis, peut-être comment vous voyez ça, comment vous vivez ça personnellement, Serge, de votre côté? C'est sûr qu'actuellement, on a beaucoup de demandes de refinancement, évidemment. Beaucoup d'achats. Les achats un peu moins. On sent un petit peu un ralentissement au niveau des achats. Mais je crois que les gens vont un petit peu attendre le bon moment pour acheter des propriétés. On a des refinancements avec la SCHL. On n'a pas de réponse encore d'eux. Par contre, l'argent qu'ils vont obtenir selon la SCHL va pouvoir servir pour l'achat d'une autre propriété avec la gestion de la banque selon moi, la gestion de la banque pour les sommes d'argent.
Oui, parce que comme il y a un petit vent de penser que le marché va baisser, il y a des gens qui actuellement ont dit, ben là, on va attendre peut-être cet automne, avoir des aubaines. Personnellement, j'en doute, surtout au niveau du Plex où la demande dépasse largement l'offre. Pour ceux qui cherchent des Plex, si vous saviez le nombre de personnes qui me disent, hey, si tu entends parler d'eux, mais c'est rare encore les Plex à vendre. Et dans le multi, c'est aussi assez rare. Je ne sais pas, Benoît, est-ce qu'on sent un stress encore financier ou on est de retour à la normale? Comment ça se passe? Non, j'ai pas l'impression qu'on sent un stress financier. On pose beaucoup de questions un peu pour valider avec les différents clients comment va la perception des loyers mensuellement. Puis on voit pour la majorité que ça va très bien. Règle générale, la réponse qu'on a, c'est que ceux qui ont de la difficulté à collecter avec certains locataires, ben, c'est les mêmes locataires qui ont de la difficulté. Donc, c'est un peu business as usual. Au niveau des refinancements, là, c'est sûr qu'il y a un peu d'incertitude avec l'annonce de la ICHL. Donc, on va clarifier ça. Ça va calmer, retarder certains dossiers de quelques semaines, le temps qu'il y ait des clarifications de ce côté-là. Au niveau des achats, on a vu certaines choses qui ont peut-être un peu ralenti, mais je pense que ça va reprendre le rythme normal assez rapidement. Là. Je pense très, très, très positif de ce côté-là dans tous les aspects. Là. Donc, vous confirmez que, sans dire qu'on est à la normale, mais on va dire que la vague COVID est vraiment derrière nous. Et très sincèrement, je pense pas à ce qu'on voit venir une autre vague. Oui, peut-être en termes épidémiologique, mais est-ce qu'on a des craintes par rapport à l'avenir, par rapport à la capacité d'emprunt ou ce genre de choses? Ben, moi, personnellement, ce que je vois, certains produits qui peuvent avoir plus de difficultés, ceux qui louent à des étudiants étrangers, peut-être que eux, le prochain trimestre va peut-être être un petit peu plus difficile au niveau de la location. Ouais. Donc, il y a cet aspect-là. Peut-être au niveau de l'immigration, il va peut-être avoir un petit ralentissement au niveau des nouveaux arrivants qui va peut-être donner un petit peu, réduire un petit peu la demande locative. Mais les taux de vacances étant très serrés, je pense pas que ça soit un impact négatif de ce côté-là. Je pense que ça va être des ajustements qu'il va y avoir dans certains micro-marchés à cause de la réalité. Mais globalement, le marché va demeurer très positif, je pense. C'est intéressant ce que tu ajoutes ici parce qu'effectivement, il y a certains segments, je pense, qui peuvent être plus affectés. Malgré la crise du logement, qui est quelque chose de très montréalais, là. En région, c'est beaucoup moins le cas en termes d'offres et de demandes. Mais ça demeure, comme je dis, au niveau de l'intérêt pour l'immobilier, sans jeu de mots. L'intérêt demeure, je pense, forte pour l'investissement. Serge, par rapport à ça, est-ce qu'il y a il y a des craintes du côté de l'avenir, comment ça se dessine, ou bien on est très. Comment vous voyez ça? Pour le multilogement, on n'a pas réellement de crainte par rapport à ça, surtout dans la région de Montréal. Là. Aucune crainte par rapport à ça. C'est vraiment, comme Benoît disait, c'est plus dans le commercial, semi-commercial qui risque d'avoir une problématique, qu'on va poser plus de questions. Les normes vont être un petit peu plus sévères par rapport à ça. Mais niveau multilogement, je ne vois pas une baisse de marché par rapport à ça. La demande était énorme et je crois que c'est une question de temps que ça reprenne rapidement. C'est certain qu'il peut y avoir une contraction. Ça dépend au niveau des ménages, peut-être une certaine contraction. On ne connaît pas encore tous les impacts de ce qu'on vit présentement, mais effectivement, c'est encourageant de vous entendre sur l'aspect investissement, comme quoi l'immobilier demeure, disons, tant multi que plex. Je pense que le jeu de l'offre et la demande, puis aussi le secteur d'investissement qui a fait ses preuves, demeure comme on l'aime, un bon secteur, puis que vous allez avoir pas mal d'ouvrages, je pense, messieurs, Ah oui. Pas fini. dans les mois qui viennent, euh, parce qu'effectivement, un certain nombre de décisions qui sont retardées, mais j'ai l'impression que l'automne va être chaud, en espérant que par ailleurs, pour la COVID, ça soit beaucoup plus calme, on espère. Alors, je pense qu'on pourrait encore continuer longtemps comme ça à parler immobilier, investissement et de toutes les perspectives hypothécaires qui s'en viennent.
Alors, je veux vraiment vous remercier parce que c'est plus qu'intéressant que de parler avec vous, messieurs. Et merci de ce panorama, en fait, qu'on a fait aujourd'hui. Un tour rapide sur les questions qui se sont posées, qui continuaient de se poser dans les dernières semaines. Donc, je trouvais important de faire ce point-là avec vous. Et je crois qu'on a répondu à plusieurs questions que se posent les propriétaires avec raison. Sur la situation hypothécaire. Alors, merci à Benoît Allaire de First National, un grand merci. Merci également à Serge Michon de la Banque nationale. Et on souhaite bonne continuation. Et merci à tout le monde qui nous écoute, en espérant que vous avez appris des choses dans cet entretien. Et c'est toujours un plaisir de vous avoir avec nous sur le plateau de la Corpic pour ces rendez-vous virtuel, rendez-vous des proprios organisé par la Corpic. Merci à tous, à très bientôt.